Bonjour à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, des histoires de vengeance, et la première nous est postée par un abonné, Gros Minet. Je suis un homme de 23 ans, et je vais vous raconter ma cohabitation avec mon beau-père, Monsieur J, qui est resté entre mes 8 et mes 15 ans dans ma famille. Monsieur J est donc arrivé dans ma vie à l'âge de 8 ans. À l'époque, ma mère travaillait. C'est une mère célibataire, avec 5 enfants, moi et mes 4 grandes sœurs A, B, C et D. Cependant, 3 de mes sœurs, B, C et D, étaient beaucoup plus âgées que moi et n'habitaient déjà plus avec ma mère. Il y avait donc moi, ma mère, mon beau-père et ma sœur dans cette maison. Tout le monde savait que Monsieur J gagnait plutôt bien sa vie, ce qui était un avantage certain pour une mère gagnant à peine plus que le SMIC. Bien sûr, à cette époque, je n'avais que 8 ans et je ne connaissais pas la situation financière de ma mère ou de mon beau-père. Je savais que l'on ne roulait pas sur l'or, mais j'ai toujours eu de quoi manger, un toit sur la tête et des vêtements. J'ai même eu la chance de pouvoir régulièrement partir en vacances, que ce soit au ski chez mon oncle ou dans une maison de vacances que ma mère a fait construire quelques années après l'arrivée de Monsieur J. Je pensais donc naturellement que Monsieur J avait payé la construction de cette maison. En revanche, Monsieur J était un homme très dur avec moi. Ma mère pensait que c'était pour mon bien, car ayant un père extrêmement défaillant et ayant une mère plutôt absente à cause de son travail, mon éducation a été laissée partiellement à l'abandon. Je n'avais donc pas un comportement très approprié pour un enfant de 8 ans, même si je n'ai jamais été un petit caïd. Il pouvait m'arriver de parler mal ou de mal me comporter à table. Cependant, Monsieur J est toujours allé trop loin, m'interdisant beaucoup de choses, notamment de jouer avec mon chien. M'obligeant tous les jours à lui dire bonjour en premier, me répétant très régulièrement que j'avais tort sur tout et n'importe quoi, me faisant des réflexions violentes verbalement, surtout durant les repas. À tel point qu'à l'âge de 11 ans, à force de supporter toutes ces mesquineries et ces violences verbales au quotidien, je suis allé voir ma mère et lui annonçai que je ne pourrais plus manger en aucune circonstance avec Monsieur J, car je ne le supportais plus. Elle accepta, mais sans faire d'annonce officielle auprès de mon beau-père ou de mes sœurs, qui avaient toutes quitté le domicile familial. En effet, la dernière sœur, A, qui habitait avec moi et qui me soutenait car elle n'appréciait pas non plus mon beau-père, est très vite partie, à l'âge de 18 ans, en Italie, pour continuer ses études. Je devais donc dire tous les jours que je n'avais pas faim pour éviter de manger avec Monsieur J, et donc je ne pouvais manger qu'à la cantine de mon collège, 2 fois par semaine, ou très tard le soir, une fois que ma mère et mon beau-père dormaient. Oui, j'ai commencé à me faire à manger tout seul, sans aide ni explication d'adulte, en 5e. La première fois que j'ai voulu me faire des pâtes, je ne savais pas qu'il fallait attendre que l'eau bout. Merci Internet, cela m'a bien aidé pour me nourrir. J'en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très dur de se retenir de manger en mangeant qu'une fois par jour la plupart du temps. Encore une fois, ma mère travaillait beaucoup et n'était pas tout le temps là, alors que mon beau-père, lui, travaillait beaucoup en distanciel. Il passait sa journée à vendre des voitures au téléphone. Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, je n'en ai jamais voulu à ma mère, car après tout, je ne lui ai jamais demandé d'aide là-dessus. Avec le recul, j'aurais dû demander de l'aide, au moins à mes sœurs ou mes beaux-frères qui comprenaient mieux ma situation. Même si personne à cette époque ne s'imaginait la détresse dans laquelle j'étais. Je raconterai l'histoire du côté de mon père une autre fois, mais à cette époque, je le voyais encore, et ce n'était pas facile psychologiquement, à tel point que j'ai commencé à avoir envie d'en finir dès l'âge de 8-9 ans. Pour que vous puissiez vous rendre compte, je vais vous raconter un de mes anniversaires de cette époque. À l'époque, j'étais âgé de 10 ans, et pour mon anniversaire, ma sœur B m'a fait la surprise de venir très tôt le matin et voulait passer toute la journée avec moi à la maison avant le repas de famille avec toutes mes sœurs qui vivaient en France, B et C, mes beaux-frères, ma mère et mon beau-père. Pendant que ma mère préparait le petit déjeuner, donc nous n'étions pas encore à table, nous nous sommes posés dans la cuisine, moi, ma sœur et mon beau-père. Étant tout content de mon anniversaire, comme n'importe quel enfant de 10 ans, je suis allé sur les genoux de ma sœur qui s'était assise à la table de la cuisine pour lui faire un câlin. Mon beau-père nous a tout de suite crié dessus, à moi et à ma sœur B, 30 ans à l'époque, si violemment que je me suis mis à pleurer, et ma sœur est partie de la maison. Je me suis enfermé dans ma chambre. Le repas pour mon anniversaire a été annulé, et j'ai passé le reste de ma journée à pleurer, tellement j'ai été choqué de l'absurdité de sa réaction. Oui, Monsieur J m'a crié dessus seulement parce que j'étais assis sur les genoux de ma sœur. Il n'y a littéralement aucune autre raison. Certaines personnes pourront penser que ce genre d'événement est dérisoire, une simple dispute de famille, ou un simple idiot de mauvaise humeur le matin. Mais ce qui est important, c'est surtout de comprendre à quel point c'était régulier ce genre d'événement. Ça pouvait arriver plusieurs fois par semaine.
Là aussi, on pourrait se demander ce que faisait ma mère, mais je pense qu'à cette époque, elle n'avait pas la force de caractère ni la personnalité nécessaire pour réellement intervenir. Je savais qu'elle avait régulièrement des discussions privées avec Monsieur J pour calmer les choses, mais cela ne changeait jamais. À l'âge de 15 ans, mes sœurs ont appris que ma mère était sur le point de lui donner notre maison de vacances. C'est à cette période que j'ai appris qu'elle avait réussi à la faire construire par ses propres moyens, et donc cette maison lui appartenait entièrement, même si Monsieur J se l'était plus ou moins approprié en passant presque tous ses week-ends là-bas. Il partait régulièrement sans ma mère, ce qui est tout de même particulier pour un couple. Toutes mes sœurs, en apprenant les intentions de ma mère, se sont réunies et ont commencé à fouiller tous les papiers de Monsieur J, pendant qu'il était parti, encore une fois, tout le week-end. Oui, j'ai bien dit toutes mes sœurs, dont 2 avaient fait le déplacement depuis l'Italie pour venir fouiller son bureau. De mon côté, étant encore trop jeune pour comprendre ce genre de paperasse, je me suis contenté de garder tous les enfants de mes sœurs en me demandant un peu ce qui se passait. Une partie de moi savait que si c'était mauvais pour Monsieur J, c'était bon pour moi, et que la présence de mes 4 sœurs lisant scrupuleusement chaque feuille de papier de ce foutu bureau était de mauvais présages pour Monsieur J. En fouillant, elles ont découvert que Monsieur J était officiellement considéré comme en dépression chronique. Incapable de travailler, il touchait des aides de l'État. Bien sûr, à côté de ça, il travaillait tous les jours. Il avait même réussi à faire signer des papiers à ma mère pour lui faire ouvrir une entreprise à son nom, pour y faire blanchir l'argent qu'il gagnait illégalement en vendant des voitures. Mes sœurs ont rapidement parlé à ma mère. Malheureusement, elle n'a pas voulu porter plainte. Par amour et par peur, j'imagine. Nous avons encore aujourd'hui beaucoup de documents le concernant, assez pour le dénoncer et sûrement assez pour qu'il passe le reste de ses jours en prison. Cependant, nous craignons que notre mère puisse avoir des problèmes à cause de cette foutue signature. Et donc, pour notre mère, il valait mieux ne rien faire. Il est parti de la maison très rapidement, après que ma mère l'ait confronté. Il a récupéré tous ses papiers importants. Heureusement, nous en avions photocopié une bonne partie. J'ai été le premier à voir que son bureau avait presque entièrement été vidé. Il n'avait pas encore récupéré quelques meubles, quelques documents sans importance et d'autres objets de moindre valeur. En fouillant dans ses affaires, j'ai pu retrouver tout en haut d'une armoire tous les jouets que j'avais achetés à mon chien au cours des 7 dernières années et qui avaient disparu. Oui, pour éviter qu'un enfant joue avec son chien, il est allé jusqu'à récupérer tous les jouets que j'avais achetés avec l'argent que j'avais gagné en baladant les chiens de personnes âgées autour de chez moi. Cet homme est un misérable déchet. À cette époque, j'étais persuadé que mon chien faisait des trous pour aller les cacher dans le jardin. En voyant ça, et étant un petit on de 15 ans qui ne voulait pas le laisser partir sans lui faire une dernière petite crasse, j'ai pissé et craché sur son bureau en prenant la précaution de bien étaler particulièrement sur les poignées des tiroirs. Oui, c'est vraiment dégueulasse. Il est venu le lendemain récupérer son bureau. Je l'ai vu partir avec en sachant pertinemment que c'était un bureau avec une valeur sentimentale pour lui, et donc qu'il allait certainement le garder toute sa vie. Aujourd'hui encore, il n'est pas au courant, et ça m'amuse bien de l'imaginer travailler encore sur ce bureau. J'ai eu quelques nouvelles de Monsieur J plusieurs années après son départ. Il se serait mis à fréquenter la petite mafia d'une petite ville de campagne avant de s'être fait partiellement attraper. Aujourd'hui, il aurait des dettes et sa nouvelle femme l'aurait quitté. Son fils et sa première femme ne lui parlent plus non plus. Je n'en ai pas parlé avant car je pensais que ce n'était pas important. Je ne les ai jamais rencontrés, mais apparemment, il aurait volé une grosse somme d'argent à son fils. Bref, aujourd'hui, il est seul, pauvre et certainement malheureux. Il a eu ce qu'il méritait. De mon côté aujourd'hui, tout va bien. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de mon enfance et mon adolescence, qui ont été très compliquées. Mais après une longue thérapie et beaucoup d'efforts, je peux enfin dire que je l'ai surmonté et que je suis heureux dans ma vie. Même si encore aujourd'hui, je ne fête plus vraiment mon anniversaire et que j'ai encore un peu de mal à manger avec d'autres personnes. De temps en temps, quand nous parlons de cette époque avec ma famille, mes sœurs et mes beaux-frères s'excusent de ne pas avoir été là à cette époque. Même si j'en veux à personne d'autre que lui, mais je dois avouer que cette reconnaissance me fait du bien. Eh ben écoute Opi, je suis content pour toi que ce se soit amélioré de ton côté, même si ça t'a laissé quelques cicatrices. Je suis pas avocat, je suis pas expert en loi ou quoi que ce soit, mais il y a pas un truc où il y aurait, je sais pas, genre abus d'influence ou quelque chose comme ça sur ta mère, genre l'avoir incité à signer le document. Je sais pas s'il y a quelque chose à faire potentiellement.
Encore une fois, je suis qu'un gars sur internet sans aucune formation juridique ou quoi que ce soit, donc t'as le droit de te torcher les fesses avec mon opinion. Mais c'est vraiment dommage qu'avec ce qu'il a fait subir à ta famille, il ait pas plus de conséquences, entre guillemets. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que Monsieur J est une sacrée bouse. Partir en week-end dans la maison de sa femme, sans sa femme, bon, je pense qu'on se doute tous un peu de la seule et unique raison pour laquelle tu pars éventuellement tous les week-ends tout seul sans ta femme dans une maison de campagne ou autre. Voilà, déjà ça. Ensuite, le fait de constamment rabaisser un gosse, il y a personne qui mérite ça. Sans oublier le fait qu'il a récupéré les jouets qu'Opi avait achetés pour son chien. Des jouets qu'il avait achetés avec son propre argent en rendant des services dans le voisinage. Vous avez un enfant de 10-11 ans qui fait en sorte de gagner de l'argent en rendant des services dans le voisinage juste pour pouvoir acheter des jouets à son chien et jouer avec lui. Et cette espèce de déchet cache les jouets pour que le gosse puisse pas jouer avec son chien. Quel genre de pourriture tu dois être pour empêcher un enfant de jouer avec son chien ? D'habitude, les parents, c'est toujours la galère de l'enfant, il veut un animal de compagnie, mais une fois qu'il l'a, il veut plus trop s'en occuper. Genre, il s'est lassé du jouet, entre guillemets. Mais là, c'est l'inverse. On a un enfant qui veut jouer avec son chien, mais tu l'en empêches. Enfin bref, Monsieur J, moi, il me donne envie de vomir. L'histoire suivante est postée par Supprimé. Quand j'étais en 4ème, j'ai essayé de me faire une place dans l'équipe de drill. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe qui danse aux côtés de la fanfare, et nous étions séparés des pom-pom girls. Pensez aux Roquettes, c'est du French cancan, mais en plus maladroit. Si j'ai tenté ma chance, c'est parce que ces filles, vous savez, celles qui sont jolies, populaires et chouchous des professeurs, se sont moquées de moi quand je me suis présenté à la réunion d'information. Elles ont dit que je n'étais pas faite pour ça, et que je n'étais pas à ma place. Cela m'a rendu encore plus déterminé à apprendre les routines et à devenir un peu plus en forme pour pouvoir les faire. J'étais aussi souple qu'une jeune fille de 14 ans peut l'être. Mais à la maison, j'ai pratiqué et je me suis étiré, et je me suis présenté aux répétitions et aux essais. Seules 2 ou 3 filles sympas n'ont pas voulu faire comme si j'étais radioactive dans la ligne lorsque nous devions nous tenir par les bras. J'ai passé les essais parce que je pouvais faire la routine. Mon père, qui possédait sa propre entreprise de réparation de voitures, n'était pas riche, mais il a réussi à payer mes frais de camp et mes uniformes. Il m'a déposé chaque matin au camp d'été en allant au travail. C'est là que nous avons appris les routines que nous allions exécuter lors des rassemblements et des matchs de football. Nous devions nous tenir debout, dans la chaleur et l'humidité étouffante de la Louisiane, au mois d'août, et rester en position pendant plusieurs minutes. Au moindre mouvement, vous deviez faire des coups de pied. Il s'agissait d'une version des pompes ou des tours de piste, où vous vous teniez debout et faisiez des séries de 25 coups de pied pour chaque infraction. J'ai fini par avoir des ampoules sur le haut des bras, à cause du soleil. Oh, laissez-moi vous parler de la mécène, l'enseignante responsable. Elle était l'exemple même de la vieille femme grincheuse qui avait un enfant unique qui passait par ses équipes de danse et prenait des cours de danse privés. À l'époque, Dance Moms n'existait pas encore, mais c'était exactement comme ça qu'elle était. Elle me réprimandait pour les plus petites choses et en gros me persécutait avec les autres filles. Par exemple, alors que je me sentais faible parce que je devais faire des coups de pied pour la 3e fois de la journée, j'étais assise à côté d'une autre fille qui s'était fait une élongation d'un muscle ischio-jambier. Elle était assise avec nous et regardait sa fille, qui était notre chorégraphe bien sûr, commentant à quel point elle était merveilleuse et m'a dit de retourner sur le terrain. Elle pouvait comprendre pourquoi l'autre fille était assise, c'était une athlète donc elle avait un passe-droit, elle faisait du basket. Elle me criait de l'autre côté du gymnase de rentrer mon ventre. Elle m'a dit que j'étais impoli quand je mangeais avec tout le monde et que je riais de quelque chose que quelqu'un avait dit et que je toussais sur mon sandwich. Les autres filles me disaient aussi des choses, et c'est comme si elles les encourageaient. Non seulement le collège n'est pas une bonne chose, mais en plus c'est malsain. J'ai essayé d'être forte et de leur montrer que je pouvais le faire, mais j'ai pleuré dès que je suis rentrée à la maison. Cette époque était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Notre journal étudiant publiait un classement basé sur des caractéristiques physiques, telles que les plus beaux cheveux et le meilleur sourire. C'est une façon d'abattre les enfants vulnérables et complexés. Le soir de notre premier match, j'attendais qu'on vienne me chercher avec quelques autres et la mécène. Elle est allée aux toilettes et est revenue avec une fille qui avait été surprise en train de fumer dans les toilettes avec des lycéens. Sa punition a été de ne pas participer au prochain match. Mon père était en retard. Il devait travailler et ne pouvait pas laisser son magasin sans surveillance. Et après environ 30 minutes, elle m'a dit « Tu sais que ça veut dire que tu n'es plus dans l'équipe ?» Mon père est arrivé quelques minutes plus tard, et dès que je suis monté dans son camion, je me suis mise à sangloter.
Je lui ai raconté ce qui s'est passé et il m'a dit « 1 minute, je reviens tout de suite ». Et il a commencé à faire des reproches à cette femme à propos de son attitude envers moi. La revanche. Des années plus tard, cette femme amène sa voiture à l'atelier de mon père pour la faire réparer. Il se souvient d'elle, mais elle ne se souvient pas de lui. Elle était tout aussi condescendante qu'elle l'avait toujours été, le traitant comme un humble serviteur sous ses ordres parce qu'il effectuait un travail manuel. Il rédigeait son devis pour l'assurance et elle n'arrêtait pas d'essayer de lui faire ajouter des choses qui n'étaient pas causées par l'accident pour lequel elle était là. Des choses comme une bosse sur le pare-choc arrière alors que les dommages étaient à l'avant, etc. Il ne voulait pas le faire et elle s'est énervée et a dit que s'il ne le faisait pas, elle lui ferait retirer sa licence. Depuis que mon père s'est fait cambrioler dans son atelier et voler ses outils, il a installé des caméras. Il a envoyé cette vidéo à l'experte en sinistre, avec laquelle il entretenait depuis longtemps de bonnes relations dans le cadre de son travail. Et elle a été accusée de tentative de fraude à l'assurance. Je ne connais pas l'étendue exacte de l'affaire, mais elle devait être contente que les menaces contre le gagne-pain de mon père n'aient pas été ajoutées à l'accusation. Et après on se demande pourquoi il y a des enfants qui vont pas bien mentalement. Il y a des gens, faut croire que ça les tuerait d'être gentils. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous, et ça me motive à continuer. Les plateformes de soutien sont en description, si certains veulent me soutenir financièrement. Pour ceux qui ont des histoires à partager, vous pouvez me les envoyer par mail, il est dans la description. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.